Avoir un enfant, c'est le porter, lui donner naissance, en prendre soin. Parfois, la vie en décide autrement. 7000 familles en France sont touchées par cette épreuve difficile, le deuil périnatal. Le deuil périnatal désigne la perte d'un enfant in utero avant, pendant ou juste après l'accouchement. Cette douleur traumatisante, c'est l'histoire de mon invitée, une femme courageuse, sincère et extraordinaire. Cette expérience, elle en a fait un livre, qui est le livre d'Anna. Elle nous partage son histoire dans ce chat avec Nat, car les bébés décédés feront toujours partie de la famille et que le malheur des parents en deuil n'est pas contagieux. C'est maintenant sur notre plateau, Caroline Amoretti. Elle est là avec moi sur le plateau de chat avec Nat, Caroline Amoretti. Nous allons parler d'un sujet qui est un sujet important. Merci Caroline d'être là. Merci. Ça me fait plaisir de te rencontrer. J'ai eu la joie de lire ton livre, on va en parler, ça va être aussi notre support de conversation. Alors sans plus tarder, je vous propose de connaître Caroline dans notre séquence portrait. À tout de suite. Alors Caroline, on a envie de te connaître plus, j'ai envie de te connaître davantage et puis j'utilise ma petite boîte surprise qui est juste à tes côtés. Si tu pouvais la prendre, il se trouve qu'il y a un ou deux objets et ces objets sont liés à ton histoire. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a deux trousses. Deux trousses. Qui sont très jolies et qui me font penser à ce que j'avais écrit dans mon livre. J'ai raconté l'anecdote en fait de ma maman qui m'avait emmenée au supermarché pour acheter des trousses et j'étais vraiment face au dilemme de laquelle choisir et je me rappelle qu'elle m'avait vraiment soulagée en me disant tu peux prendre les deux et ça avait été super. Et en fait cette anecdote m'est vraiment revenue au moment de l'écriture du livre en me disant bah voilà c'est comme les trousses, j'ai pas besoin de choisir entre ma petite Anna et mon futur enfant que je suis en train de porter, je dois pas choisir l'amour pour l'un ou l'amour pour l'autre. Je peux avoir les deux, Dieu m'a donné les deux. Voilà. L'un ne remplace pas l'autre, voilà. Tu as les deux. Voilà. Waouh, Dieu parle même au travers de deux, avec deux trousses, il t'a... Waouh, t'as... Et c'est vraiment dingue parce que ça m'est revenu en flash et au moment de l'écriture, vraiment, c'était pas prémédité dans des notes ou quoi, c'était vraiment... et ça m'a vraiment fait du bien. Merci Caroline, à tout de suite. Alors Caroline, en découvrant ta vie, après avoir lu ton livre ici, le livre d'Anna, restez avec nous parce qu'on va l'aborder, on va l'explorer. J'ai vu qu'il y a énormément de personnes autour de toi lorsque tu as traversé cette tragédie. Et c'était intéressant d'avoir leur regard sur ton histoire personnelle, l'histoire avec ta famille. Eh ben, je te propose de les découvrir. Vas-y, je te les laisse. Tu appuies sur le bouton play, le son, et puis... Alors écoute, encore aujourd'hui avec ton père, on voudrait te dire combien on a été dévastés le jour où on a appris que le cœur de ta petite Anna ne battait plus. Ça a été terrible parce que bien sûr, on n'allait pas la connaître. Mais surtout, ce qui était terrible, c'était de savoir la souffrance que tu allais endurer parce que dans la foulée, on a appris que tu allais devoir accoucher d'un bébé mort, que tu allais devoir le garder encore 2 jours jusqu'au moment de l'accouchement par voie basse, que tu allais devoir, tu allais vouloir garder ce petit bébé dans tes bras et faire ton deuil avec Alessandro. Puis ensuite, tu allais devoir l'annoncer aux enfants, les consoler, affronter le regard des autres, enfin toutes les étapes d'un deuil qui sont terribles et qui sont nécessaires. Et vraiment tu nous as bluffés parce que tu as vraiment passé toutes ces étapes dans cette épreuve avec courage, avec détermination. Et tu as même été un encouragement à ce moment-là pour certains. Et maintenant de te voir dans cette émission, savoir que tu vas aider d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi, tu fais toute notre fierté. Hi, my name is Sumiya Nishi. I am a friend of Caroline. 10 years ago, we became friends right after she moved to America. She's like my little sister, and I'm so grateful she's in my life.
losing Anna was such a horrible tragedy, and I cannot even imagine how hard it was for her and her family. But she was very strong for her children, and she showed us how to have a faith and believe in miracles. Even in the darkness, she was able to find the ability and strength to see a light at the end of the tunnel. When she told me she decided to write a book about Anna, I was very impressed by her action. Since it is a topic which people, feel uncomfortable to talk about, but I knew she could inspire so many women through her book. She inspired me to be a strong mom, and she showed me how to, believe in miracles, no matter what happened in your life. And she lives with very positive attitude, which inspires so many others around her, for sure. Salut Caro, c'est Marion. Écoute, je suis vraiment contente de pouvoir te faire ce petit coucou et pouvoir parler de ce que ton livre m'a apporté. Je te remercie encore de me l'avoir fait lire en avant-première pendant que on vivait un moment difficile avec Joshua David. Et je voulais vraiment dire que ton livre m'a apporté beaucoup de réconfort, surtout dans cette situation qui est souvent excluante finalement, puisque personne n'ose trop en parler, c'est un peu tabou. Et le fait de pouvoir te lire, Caro, ça m'a fait du bien, je me suis sentie moins seule. Et je pense que c'est ce que ce livre peut vraiment apporter, du réconfort aux familles qui auront perdu un petit bébé, et aussi l'autorisation de pouvoir en parler, l'autorisation de pouvoir pleurer aussi nos enfants qui sont morts. Voilà, je t'embrasse, je te remercie vraiment encore pour ce beau témoignage et à bientôt. Waouh. Oui, waouh. Qu'est-ce que ce waouh pour toi veut dire? Il y a 3 portraits de femmes, ta maman, Oui, ton amie sous milieu, une autre amie, une lectrice aussi de ton livre. oui, une amie Est-ce de que- l'église, oui. Est-ce que, en entendant ça, est-ce que tu réalises en fait ce que tu as déclenché en elle, ce que tu as apporté, l'impact que tu as eu au travers de ta tragédie, la perte de ton bébé, de ta Ouais. petite Anna? C'est super de l'entendre en fait, parce que c'est toujours pareil, on a besoin de parler, on a besoin de parler, on a besoin de se dire les choses. Pour moi, c'est une super belle preuve d'amour de lire d'écouter ces trois commentaires, témoignages. C'est super de voir ça. J'ai pas forcément conscience, on me le dit beaucoup, et moi, à mon échelle, je me dis, bon, voilà, c'est mon but, c'est de voir rendre un bon témoignage, aider les autres. Voilà, Ouais. c'est ça. Merci beaucoup, Caroline. On se retrouve tout de suite pour notre séquence objet. Est-ce que tu as un objet aussi à nous présenter? Oui. À tout de suite. Alors, voilà notre séquence objet. J'ai hâte de voir ton objet. Qu'as-tu ramené, Caroline? Alors, j'ai ramené un tout petit coquillage. Waouh! Il vient d'où ce coquillage? Il vient de Californie. J'ai passé mes vacances là-bas, parce que je suis rentrée en France. Et du coup, on a eu la chance de repartir en vacances là-bas. Et en fait, pourquoi j'ai ramené ce coquillage? C'est parce qu'en fait, j'aime beaucoup me promener sur la plage. Et je l'ai ramassé. Il était très joli, avec l'eau, il brillait. Et en fait, j'aime bien ramener ces objets à la maison pour me rappeler les moments où je les ai ramassés. Donc des petits coquillages, des petits galets, voilà, des petites choses comme ça. Et mais c'est surtout en fait l'image, à chaque fois que j'en ramasse un, je me dis tiens, je le prends et je l'ai emmené avec moi. Il aurait pu rester là, et puis en fait j'ai changé sa destinée. Et voilà, juste pour ça sert à rien, c'est juste une image sympa. Je me dis que Dieu fait pareil avec nous. Parfois on croit qu'on est coincé à un endroit, et puis finalement on peut se faire ramasser et on peut se faire amener ailleurs, là où on n'imaginait pas. Petit coquillage a traversé l'Atlantique la semaine dernière, et voilà. Mais ça va être intéressant parce que tu disais, parfois Dieu nous prend, il nous amène. Il était avec toi sur ce chemin de perte. Ouais. Et puis, moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse aller dans le cœur à cœur et voir quel est ce chemin par lequel tu es passé, avec qui,
mais si avec Dieu bien sûr, mais avec tous ceux qui étaient autour de toi. Bien sûr, oui. Donc on se retrouve pour notre cœur à cœur. Restez connectés. Alors Caroline, merci pour ce livre. Merci pour le courage de l'avoir écrit. Je l'ai lu, je l'ai dévoré. Il m'a beaucoup touchée, ce livre. C'est ton histoire, l'histoire de ta petite fille Anna, qui ne rentrera jamais avec toi ce samedi du 12 juillet. Et c'est un matin pas comme les autres. Non. C'est un matin où c'est la première fois où tu prononces son prénom. Mais c'est un matin aussi d'effroi. Tu dis « j'ai mal, j'étouffe, je souffre ». Quelle est ta première pensée au moment où tu te trouves à l'hôpital et que les choses dérapent, les choses changent? À quoi tu te raccroches? Je suis très mal. Je ne sais pas. Au départ, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai une espèce de brouillard qui s'installe. Je sais que j'ai besoin de mon mari, qui n'était pas avec moi à ce moment-là. Et je sais qu'il va falloir être courageuse. Et je sais aussi que j'ai Dieu avec moi. Et étrangement, il faut avaler cette pilule, encaisser ce drame. Mais je sais que je vais pouvoir le faire. Je ne sais pas comment, mais je sais que c'est mon tempérament. Va falloir y aller. Je vais pas reculer. Je peux plus. Voilà. Et tu vis l'instant présent. Est-ce que à ce moment-là, tu parles à ta petite fille? Est-ce que tu parles à Dieu? Ou tu restes dans le silence et tu observes autour de toi cette agitation? Les médecins arrivent. Tu vois un air sérieux sur leur visage. Je suis dans le silence. Le tout premier moment, cette première soirée avant de rentrer à la maison, je suis où on nous donne le diagnostic, c'est fini. Je suis dans le silence, j'écoute et tout ce que je viens de dire, je l'intègre, mais c'est silencieux. Je ne suis pas en train de parler de ça. Les choses s'enchaînent un peu mécaniquement. Je suis consciente de ce qui va se passer, mais j'essaye de suivre les règles. On m'a donné un protocole, et ben je vais le suivre et on va y aller. Ouais. Est-ce que tu te rappelles la première personne qui tient ta main quand tu es là, à l'hôpital, sur ce lit, et qu'on t'annonce que le cœur de ta petite Anna ne bat plus? Alors, j'ai le docteur qui essaye de me rassurer comme ça, mais étrangement, comme je le disais, j'ai envie d'être un peu seule. J'ai pas besoin qu'on... À ce moment-là, je sais ce qui se passe. J'ai pas besoin qu'on m'enveloppe. J'ai besoin juste d'être face à ma réalité. Et c'est très personnel, en fait. Oui. On peut pas le faire pour moi. C'est ta personnalité, justement, de dire j'affronte les choses. Voici ce que c'est. Oui. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont besoin, justement, de peut-être de pas se relier avec ce qui se passe dans l'instant présent. Mais toi, c'est ça qui ressort. Je me déconnecte pas. Je suis abasourdie, je découvre ça, mais je me déconnecte pas. Je suis très consciente de ce qui va devoir se passer. Je me fais tout de suite une liste et j'en parle pas. Au départ, j'en parle pas. Mais j'ai tout bien installé dans ma tête. Je suis comme ça. Et puis Alessandro, il vient à l'hôpital, il est présent à tes côtés. Il vit avec toi ce moment. Il le vit en décalage parce que j'ai déjà eu tout le diagnostic. Il vit avec moi l'annonce des procédures. Puis en fait, on repart vite. On nous annonce qu'il faut revenir le lendemain, au plus tard. Au plus tard. Et puis voilà, on va s'organiser. On est un peu sous le choc, mais on doit s'organiser. On a des enfants à la maison. En fait, on ne peut pas se laisser aller. On peut pas. Il faut penser aux enfants et justement où les mettre, où les placer. Et c'est ton ami Soumio, en fait. Oui, mon ami Soumio, son mari Michael, qui ont été notre réflexe, en fait. On s'est dit, ils ont 3 enfants, ils sont des super parents, des très, très, très bons amis. On était sûrs que c'était à eux qu'il fallait téléphoner à minuit. J'écris dans le livre qu'il n'y a pas d'horaire pour l'amitié. Ouais. Je sais que c'est un peu violent de recevoir cette nouvelle dans la nuit, mais eux, ils réagissent à la hauteur de nos espérances. Ils acceptent évidemment de prendre les enfants dès le lendemain matin quand on leur déposera. Ils disent vous occupez pas d'eux, on s'en occupe pendant 3 jours.
ma fille me parle encore de ce super week-end qu'elle a passé. Elle a gardé ça. Et elle Ouais. a gardé ça plutôt que... Elle était petite, hein, elle ne pouvait pas avoir conscience de ce qui se passait, mais pour dire comme ils se sont bien occupés d'eux. Wow. Ouais. Et puis toi, tu es là avec Alessandro à l'hôpital et puis voilà, les choses en fait continuent, le processus médical se met en place, les médecins sont là, on t'explique les choses et puis tout d'un coup, il faut accepter que tu ne rentreras pas avec Anna dans tes bras. Oui. Et moi, j'ai trouvé, quand j'ai lu ton livre, c'est une tragédie qui secoue ton corps, ton âme, tout ton être entier. Mais tu es une femme extrêmement courageuse. C'est le courage que je vois sortir de ce livre. Et c'est intéressant parce que tu dis, quand tu repasses en arrière ces événements, tu remets en question beaucoup de choses en fait. Tu parles d'une bulle de la maternité. Tu parles aussi que finalement tu as réfléchi au rôle d'être mère. Qu'est-ce que ça veut dire en fait être mère? J'aimerais que tu puisses nous dire un peu plus. Tu vois des scènes où tu as manqué d'altruisme envers d'autres. Il y a plein de choses qui ont été ébranlées pendant cette tragédie. Oui. Oui, quand je parle de la bulle de la maternité, en fait, moi, j'ai eu mon premier enfant assez facilement. J'étais préoccupée par quelle marque de poudre de lait j'allais lui donner ou quelle marque de couche. Et en fait, j'ai réalisé en fait, avec mon épreuve que la maternité, c'était quand même beaucoup plus, que tout pouvait très bien se passer, mais que pour beaucoup, ça ne se passe pas toujours bien. Et que du coup, ça m'a permis de m'ouvrir, d'ouvrir les yeux, même de voir peut-être là où j'avais fermé les yeux par rapport à certaines amies. Tu avais fermé les yeux sur quoi, par exemple? Sur peut-être pas vraiment, peut-être pas être assez dans l'écoute quand une amie me parlait de la difficulté d'avoir un enfant, de pas avoir... de ne pas avoir compris que la maternité, c'était pas comme une lettre à la poste. Ça se passait pas toujours parfaitement bien. Ouais, ça ne procure pas une nouvelle identité, devenir mère. C'est pas une finalité qui nous cloisonne dans les stéréotypes. Finalement, devenir mère, c'est quoi pour toi, Caroline? Devenir mère, c'est s'oublier. C'est porter un être... en soi. Alors quand on a la chance qu'il soit en vie, c'est l'éduquer et c'est l'emmener sur les chemins de ses convictions et puis faire de cet enfant une bonne personne idéalement. Et puis pour Anna, je suis quand même sa maman, même si elle n'a pas vécu. Parce que pour moi, en parlant d'elle, je la fais vivre quelque part. Donc j'utilise sa petite vie qu'elle a eue pendant 7 mois pour encourager les autres. Voilà. Donc en fait, elle a son impact, même si ce n'est pas dans la vie d'aujourd'hui, elle a son impact. Parce que je suis quand même sa maman. Quand on te pose la question « Combien d'enfants avez-vous » tu réponds Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que si c'est au supermarché, je n'ai pas envie de rentrer dans des grands discours. Après, dans l'intimité, je peux expliquer, ou même à des personnes que je ne connais pas très bien, mais quand je vois qu'il y a une ouverture, je vais expliquer que oui, j'en ai une qui n'est pas avec nous, mais qui est au ciel pour moi, et que j'ai donc pas 3 enfants, j'ai bien 4 enfants. C'est plus facile de l'expliquer aujourd'hui? Ou ça dépend des personnes qui sont en face de toi, te dire... C'est plus facile de l'expliquer. Par contre, je sais que je jette un peu une bombe quand je dis ça. Et qu'il va falloir que... Maintenant, je sais apprivoiser le choc de l'autre quand il comprend qu'il y a eu un drame et que c'est pas facile forcément d'écouter ça. Mais je m'adapte, en fait, à la réaction de l'autre. Et puis, pour expliquer qu'aujourd'hui, c'est ma vie, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Mais que, voilà. Tu dis, je lâche une bombe. Donc, c'est un sujet qu'il faut manier avec des pincettes parce que celui qui est en face, c'est comme un électrochoc. Et c'est intéressant de voir parce qu'autour de toi, il y a eu beaucoup de personnes. La première personne, c'est Alessandro, ton époux. Si tu devais mettre un mot sur Alessandro, poser un regard sur lui, à ce moment, avec toi à l'hôpital et puis pour la suite, ce serait quoi? Coach. Un coach. Oui, un coach, parce que depuis le jour,
l'instant du drame, il a vraiment réussi à me faire passer en premier. Je sais que lui, il a eu à traverser son deuil aussi, mais vraiment, il m'a écoutée, il m'a encouragée. Et puis écouter. C'était vraiment super de ne pas avoir manqué du tout d'écoute de sa part. Donc en fait, dès les premières semaines où on est un peu à l'intérieur de la maison, j'avais quelqu'un à qui parler H24. H24, Voilà. Une oreille attentive. Oui. Est-ce que lui, il a eu ces moments H24 avec toi? Est-ce qu'il a un moment où vous avez senti, tu as dit, maintenant c'est à toi de me dire. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est... Ça s'est fait de façon assez naturelle parce qu'en fait on en parlait, c'était un échange. J'étais pas chez mon thérapeute quand même, mais on avait donc j'ai pu voir son ressenti aussi, l'écouter. Après, lui, quand il a lu mon livre, l'anecdote rigolote, c'est qu'il disait qu'il ne voulait pas le lire avant qu'il ne soit sorti. Ah, oui. Donc il y a une longue période parce que c'était quelque chose de difficile, mais il serait ravi d'être interviewé pour donner sa version des faits. Et pourquoi pas donner sa version à lui. On rigole, mais c'est amusant, ouais. Et c'est encourageant de voir, en fait, en tant que couple, vous vivez ce deuil ensemble, unis. C'est un sujet aussi, c'est un événement qui peut éloigner les couples, que j'ai découvert, que ça peut se passer très mal, ça peut casser complètement la relation où les hommes souffrent autant que les femmes. Les frères et sœurs aussi souffrent, parce que tu parles dans ton livre aussi, tes propres enfants ont dû aussi accueillir cette nouvelle, la vivre séparément, individuellement. Peut-être s'il y a des hommes qui nous écoutent ou des couples qui nous suivent, qu'est-ce que tu pourrais dire dans cette relation que tu as avec Alexandro et puis ce tragédie que vous vivez ensemble? Quel conseil tu pourrais... Alors, je ne sais pas si je peux donner un conseil, mais notre expérience à nous, notre fil conducteur, notre accroche, c'était notre foi. C'était notre foi en Dieu. C'était parce qu'on avait notre foi en Dieu qu'on a réussi à s'accrocher à cette barque. C'est-à-dire que moi, mon mari, les enfants, et on se ramenait toujours, ça nous ramenait toujours à Dieu et à notre espérance et qu'on pouvait en guérir et que on pouvait se sortir de ce drame et de ce nuage noir. J'ai une image dans le livre dont on m'avait parlé, même s'il ne fait pas beau, au-dessus des nuages, il fait très beau. Et du coup, quand on prend l'avion, on s'en rend bien compte. Mais c'est se rappeler de ça. Ouais. Et les moments où il ne fait pas beau, tu dis ta foi, votre foi vous raccroche à Dieu. Au moment où on voit que les nuages, quelles sont les émotions qui émergent de ton cœur? Est-ce qu'il y a de la colère contre Dieu, la colère contre toi-même? C'est pas évident, justement, dans ces moments, se dire je me rattache à ma foi. Ça ressemble à quoi, ces turbulences? Alors, pour moi, personnellement, c'était la solitude, parce que dans les moments de désespoir, j'étais vraiment très seule. J'ai pas eu de colère, parce que vraiment, je me suis rendu compte que j'avais dans mes tripes cette encre en Dieu qui bougeait pas, qui était ma stabilité, en fait. Mais sous les nuages noirs, vraiment, c'était en priant. Et c'était en demandant de l'aide à Dieu, tout simplement. Et en fait, j'ai vraiment été bluffée parce qu'il a vraiment répondu et que tout à coup, je pouvais me sentir en paix, sans explication. Et ça, je le dois à personne d'autre qu'à lui. Puis c'est intéressant parce que Sumio, dans son témoignage, ton amie, elle dit ce que tu as traversé lui a permis de croire au miracle. Vous partagez peut-être pas forcément la même foi, la même spiritualité, mais ce que tu as vécu avec Dieu, ça s'est ressenti autour de toi. Il y a une phrase que tu dis, je suis permanemment confrontée au choix de pardonner et avancer ou regretter, culpabiliser, détester, envie et me laisser anéantir. Est-ce que ces personnes venaient te voir et dire, mais Caroline, comment fais-tu? J'ai eu pas mal de commentaires comme ça. Alors j'ai eu les gens qui me posaient des questions et du coup ça m'a permis de parler de ma foi parce que c'était ma seule réponse, très honnêtement. Et puis, il y a eu aussi des commentaires de gens qui disaient que je rayonnais. Et alors ça me semble complètement paradoxal. J'avais du mal à l'entendre sur le coup, mais en fait, finalement, après coup, je peux me dire, tiens,
parce que j'ai refusé de laisser entrer l'amertume dans mon cœur, la colère. Ça a été un combat, hein, parce que Comment tu t'y es pris de te dire je refuse l'amertume? Comment au quotidien, qu'est-ce que tu as fait? C'est barrière. Je veux pas alimenter mon esprit de ces pensées. Et puis tu t'es disciplinée dans tes pensées. Voilà, disciplinée, c'est ça. Ouais. Ça. Et puis par la prière, encore une fois, parce que ça. Il y avait que ça. C'était ton encre. Ouais. Avant de parler de ce chemin pour aller mieux, parce que la vie d'Anna après la mort, il y a un après. Oui. Moi, j'avais envie aussi tu parles aussi de ceux qui entendent ton histoire, qui viennent vers toi et puis qui savent pas comment s'y prendre, qui sont très mal à l'aise. Parfois, il y a des peurs qui sortent, peut-être des peurs de la mort. On peut se dire même, est-ce que c'est contagieux aussi, ce malheur, entre guillemets? Et puis, ça peut être blessant peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui ont quelqu'un autour d'eux qui traverse, que ce soit le deuil d'un enfant comme toi ou un deuil. C'est quoi le b.a.-ba? Comment on pourrait comment on pourrait leur dire, comme de cette façon, il faut agir avec nous. Toi, comment toi tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as envie de dire justement à ces personnes qui sont extrêmement mal à l'aise quand ils reçoivent cette nouvelle, cette bombe, et puis on a des comportements tellement différents. Pour l'entourage? Pour l'entourage. Je pense que l'entourage... alors, il y a une seule chose qui a été un peu difficile à encaisser, c'est ce que tu viens de dire, c'est le côté un peu contagieux, comme si on portait la poisse. On ne l'a jamais dit en face, mais on le ressent un petit peu. Tu le ressentais dans les attitudes. Et voilà. Mais après, encore une fois, beaucoup de... c'est pas du pardon, mais beaucoup réaliser que c'est pas facile pour l'autre aussi. Quand on vit un drame comme ça, comprendre que l'entourage est pas préparé, et du coup se dire que faut faire le pas, il faut aller à leur rythme en quelque sorte. Est-ce qu'il faut, tu as été obligé de rassurer celui qui était en face de toi Alors, choisir à qui je parlais, rassurer l'autre, et puis surtout dire que c'est possible d'en parler sans monter sur des grands chevaux. Et puis, voilà. Ouais. Parce que parfois, on a envie d'en parler. Parfois, on se dit, non, peut-être qu'elle veut rester dans son coin, dans sa bulle. Mais parfois, le dire, l'exprimer, le formuler, ça peut aider. Alors, pour l'entourage, oui, le conseil que je donnerais, ce serait vraiment d'y aller, quoi. Et de demander si la personne touchée par le drame est d'accord d'en parler, prête à en parler. Voilà. Je pense que déjà, rien que d'avoir la personne qui nous tend la main, ça fait un bien fou. Ça suffit. En fait, il n'y a même peut-être pas besoin vraiment d'avoir la conversation, parce que de se sentir pas isolé, c'est vraiment crucial, je pense. Et tu dis être prêt d'en parler. Quand je t'en prête, forcément, ça me pense à ce chemin, cet aller mieux. Tu vas vers cet aller mieux, tu dis ça. Tu dis, tu parles du choix d'être vrai dans ton livre, d'être vulnérable, de tourner la page, entre guillemets. Je parle, je détaille et je guéris. Ce livre a été pour toi le moyen justement d'exorciser tout ça, de commencer ton chemin de guérison? Oui. Je l'ai écrit, j'ai commencé à écrire sur un cahier très très vite, la semaine après mon retour de l'hôpital, parce que je voulais rien oublier de ce que j'ai vécu dans les détails. C'était pour moi très 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 personnel. Après, oui, c'est un chemin. Il faut avancer. Pour moi, il fallait pas oublier. Je savais que c'était un processus. Il fallait pas que je brûle les étapes. Mais donc du coup, j'ai accepté chaque émotion, chaque pensée, chaque larme pour en fait avancer. Parce que je me disais, il ne faut pas que je pousse ça de côté parce que ça va me revenir dans la figure. Pas l'économiser, il faut vraiment laisser. Alors c'est épuisant parce que c'est tous les jours. Et puis c'est gérer une parole qu'on a pris de travers ou voilà. Mais en fait, on travaille. Et ça, c'est, je pense, pas humainement vraiment possible. Je pense qu'encore une fois, c'est avec la main de Dieu qui nous pousse. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moments où encore tu as besoin, bien sûr, d'en parler, ou il y a des moments où ça devient un peu... aujourd'hui, c'est pas mon jour, ou les souvenirs sont là? Aujourd'hui, je pense que ça va. Je peux en parler. D'ailleurs, ça me fait plaisir d'en parler. Parce que je suis vraiment passée dans un truc où je veux vraiment pouvoir encourager l'autre.
être à l'écoute de l'autre. Donc non, aujourd'hui, franchement, je suis à l'aise d'en parler. J'ai vraiment le bonheur de parler, de prononcer le nom de ma fille. Et, voilà. Ouais. Et dans cet après, il y a eu le bébé espoir, le bébé arc-en-ciel, comme tu dis. Ouais. Et on a parlé de ces 2 trous. Tu dis, voilà, Anna, elle a existé. Je ne peux pas la laisser dans les oubliettes. Et puis, il y a ce bébé qui ne la remplace pas. Et peut-être, ce n'est pas aussi évident, c'est-à-dire, mais comment lui donner sa place ou quelles étaient pour toi les questions, quels étaient pour toi les sentiments ou peut-être, est-ce qu'il y a eu des inquiétudes par rapport à cela, de ce petit garçon que tu attends, qui est là, à qui tu vas donner la vie? Jusqu'à ce que je me rappelle de cette anecdote des 2 trousses, où j'ai dû me dire que en fait, je n'avais pas besoin de faire de choix, j'avais cette inquiétude de me dire, attends, est-ce que c'est... je ne veux pas remplacer l'enfant perdu. J'ai quand même été rassurée que ça soit un garçon. J'avais une fille, un garçon. Ça m'a vraiment personnellement aidée à dissocier les 2 grossesses. Mais il faut savoir que je suis tombée enceinte quand même. C'était presque... J'ai eu Anna en juillet, j'ai eu Raphaël en août de l'année suivante. Ouais. Donc en fait, tout matchait, tout concordait. Donc, mais encore une fois, une fois que j'ai eu l'assurance que c'était un cadeau, en fait, d'avoir une nouvelle grossesse, j'ai réussi à dissocier les 2, à me défaire de cette inquiétude. Et aujourd'hui, l'histoire de Raphaël est profondément liée à celle d'Anna. On en parlera quand il sera plus grand. Mais il est vraiment mon petit garçon à part entière. Et voilà. Ouais. Merci. Alors, je recommence cet ouvrage, le livre d'Anna. On le retrouve dans toutes les maisons d'édition, librairies chrétiennes principalement. La Maison de la Bible. La Maison de la Bible. Voilà. D'accord. Merci et on continue. À tout de suite. Caroline, notre tac au tac commence. La caméra elle est juste en face. Tu connais le principe du tac au tac. Tu es prête? On y va? On y va. Quelle est ta berceuse ou comptine préférée? Au clair de la lune. Où as-tu passé du temps? À la plage. Quelle est ta plus belle rencontre? Mon mari. Quel super pouvoir aimerais-tu posséder? Être invisible. La chose à ne jamais te dire. Elle. La dernière fois où tu as pensé, ce n'est pas grave, ce n'est rien. Les notes de mes enfants. La chose que tu considères comme étant une corvée. Ménage. Yes. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Les films trop romantiques. Quel est ton fond d'écran sur ton smartphone? Mes enfants. Y a-t-il un objet qui ne te quitte jamais? Mon téléphone. Merci Caroline. Nous sommes à la fin de notre émission avec Caroline. Caroline, merci. Merci pour ce partage, merci pour ce livre, merci pour ton courage, merci pour ton authenticité. Et voilà, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Il y a une caméra juste là, je te laisse, t'as la parole ouverte à Caroline, sens-toi libre. Et puis après, on se fait un selfie, d'accord? À toi de jouer. Voilà, moi je suis vraiment contente d'avoir pu parler aujourd'hui de ma petite fille, de parler de mon histoire, qui sert en fait vraiment, mon souhait c'est vraiment qu'elle serve à encourager toutes les femmes, les familles qui vivent ce genre de drame, pour être un témoin en fait, pour dire qu'on peut en guérir, on peut s'en sortir. Voilà, c'était un peu mon mot de la fin. Ben merci, on y va pour le selfie. J'ai mon téléphone avec moi. Alors, moi je suis pas très douée des fois. Voilà. Super. T'es prête? Oui. Merci Caroline. Merci.